Eh bien, bonjour à vous. C'est très agréable dans cette salle si enthousiaste de pouvoir présenter ce second panel. Alors, après cette magnifique brochette politique, il faut rappeler, et ça a été dit, que la société civile et les associations notamment se sont beaucoup engagées pour cette loi. Je rappelle que nous partions de très très loin. C'était vraiment l'époque où les journalistes étaient totalement goguenards, où on entendait chaque jour des attaques sur les mères la pudeur, et il fallait remuer en fait tout ce noyau dur du patriarcat. Et pour remuer le noyau dur du patriarcat, il fallait beaucoup d'unité, beaucoup d'énergie. En gros, il fallait décréter la mobilisation générale. Je rappelle que dans la presse, on lisait des choses par rapport à la pénalisation du client, nous parlant de risques de criminalité, de maladies et même de suicide. Donc on partait quand même de cet endroit-là et il fallait toute l'énergie des associations qui se sont mobilisées et surtout qui ont bourgeonné, puisque le collectif Abolition 2012, dont nous avons ici 3 représentantes, a cru et prospéré au fil des ans qui ont précédé le vote de la loi. Nous avons eu évidemment la place majeure qui a déjà été dite ici, des survivantes. Nous avons ici en la personne de Rosen, bien emmitouflée. Et pour tout ce mouvement qui a traversé la société civile, tous ces acteurs sociaux, tout cet engagement qui est passé aussi par celui des magistrats, des médecins, nous avons eu le grand engagement du monde syndical, enfin disons d'une partie du monde syndical. Et 2 représentantes ici de la CGT seront là pour en parler et nous donner la position affirmée de la CGT. Donc, commençons par ce qui a été très déterminant, c'est la constitution du collectif qu'on appelait alors Abolition 2012. Ça nous permet de dater assez facilement les événements. 3 représentantes ici, Claire Quidet du Mouvement d'Uni et vice-présidente de CAP International. Françoise Brier, qui était alors à la FNSF, Fédération Nationale Solidarité Femmes, et Suzy Rothman, inusable porte-parole du collectif national pour les droits des femmes. Donc on va commencer, Claire, par peut-être une petite séquence spéciale souvenir, mais un souvenir tourné vers le futur, résolument. Et tu vas nous dire quelles sont peut-être les étapes qui se sont, ou l'alignement des planètes en tout cas, qui a permis d'appuyer aussi le travail des politiques et de le compléter. Si toutefois le micro marche. Oui, merci, je pense que ça marche. Merci beaucoup Claudine, je suis ravie, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de revenir un petit peu sur toute cette histoire associative qui a été quand même assez incroyable. Donc toute cette bataille qui a été menée pour obtenir cette loi donc, que nous appelions vraiment de nos voeux depuis très longtemps. Et ça a déjà été dit, donc je ne vais pas répéter, mais pour nos associations abolitionnistes, le contexte français n'était pas si favorable à l'adoption d'une loi aussi progressiste que celle de 2016, Grégoire l'a rappelé, tant la culture de tolérance concernant la prostitution était forte dans notre pays, et c'était donc un défi dans un tel contexte que de rêver qu'une loi résolument abolitionniste puisse être adoptée et mettre fin au droit séculaire des hommes d'acheter des femmes. Nous l'avons entendu, donc l'adoption de la loi de 2016, c'est le fruit d'une démarche parlementaire transpartisane et volontariste, de ministère aux droits des femmes engagés, mais c'est également le résultat d'un appui extrêmement important de la société civile à travers une très forte mobilisation associative. Et celle-ci commence en réalité dès 2010, lorsque le gouvernement Fillon lance la grande cause nationale lutte contre les violences faites aux femmes. Et les associations qui portent la grande cause, dont nous étions déjà ensemble, mettent alors un coup de projecteur sur la prostitution, grande oubliée du continuum des violences. Et pour la première fois, la prostitution va figurer dans le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes. L'achat d'un acte sexuel y est dénoncé comme une violence. C'est une première victoire associative collective. Et puis parallèlement, le Mouvement d'Uni présente en 2010 à l'Assemblée nationale les conclusions de son évaluation des politiques publiques en matière de prostitution. Grégoire l'a rappelé. 17 associations déjà
se rassemblent au sein d'un front du refus du système prostitueur et portent lors de ce colloque 10 recommandations pour la refonte de ces politiques publiques. En 2011, dans la continuité de cette belle mobilisation associative, à l'initiative de Mouvement d'Uni, avec l'Amicale d'Uni et la Fondation CEL, se crée donc le collectif Abolition 2012. Ce sont une soixantaine d'associations, des associations de terrain, des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, des associations féministes plus généralistes qui vont se regrouper avec un seul mot d'ordre, l'adoption d'une loi abolitionniste et pour ligne de mire les élections présidentielles et législatives de 2012. Et suite à ces élections de 2012, dans un contexte politique plus favorable, le travail parlementaire commence. De nombreux allers-retours entre les associations et les parlementaires ont lieu, avec parfois, ça a été rappelé, un petit peu d'irritation de la part des parlementaires devant les exigences et la radicalité des associations. Le collectif Abolition va organiser un certain nombre d'événements pour essayer de sensibiliser l'opinion publique qui, on l'a vu, n'était pas favorable à ce moment-là. C'est le 13 avril 2013, le plus grand rassemblement abolitionniste jamais tenu en France, à la Machine du Moulin Rouge, en présence de 60 associations, de nombreuses personnalités politiques, et pour la première fois, 3 survivantes de la prostitution qui vont parler publiquement. Décidées à en finir avec le silence et la honte, elles font entendre leur voix, et le témoignage fait l'effet d'un choc. Rosaine était là, Laurence Noël était là, donc pour qui nous avons une pensée émue, puisqu'elle nous a quittés l'an dernier, et vraiment, leur parole a été essentielle. Et puis, le 25 novembre, lors de la manifestation pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un important cortège abolitionniste est constitué dans une marée de pancartes, écharpes, parapluies orange. On l'a vu, le Sénat va tarder à mettre donc à son agenda le vote de la loi. Pendant toute cette période qui nous a paru très longue, les associations se sont mobilisées sans relâche, collectivement, pour occuper le terrain. Et il serait trop long de détailler tout ce qui a été fait. Je vais juste rappeler quelques initiatives qui ont été prises par ce collectif, et notamment dans l'idée d'engager tous les secteurs de la société civile, un certain nombre de tribunes signées par des personnalités de différents secteurs qui ont été publiées, qui ont circulé. La tribune des maires, la tribune des magistrats, la tribune des médecins, la tribune des syndicats, des mouvements de jeunesse. C'est aussi une lettre ouverte envoyée au président de la République, François Hollande, signée par 111 associations nationales et locales. C'est aussi l'appel des survivantes de la prostitution adressé au Premier ministre. C'est aussi le premier congrès de Cap International, coalition toute nouvellement créée, qui se tient volontairement à Paris dans ce contexte et qui lance l'appel des parlementaires pour la prostitution. Je laisserai bien sûr Rosaine Ischer parler de la marche qu'elle a organisée à travers la France et qui s'est terminée devant le Sénat. Mais pour finir, je ne résiste pas à l'envie de citer les quelques petits coups de pouce inattendus et qui, bien malgré eux, nous ont aidés à faire évoluer l'opinion publique. D'abord, le procès dit Carlton, où des notables politiciens de premier plan comparaissent pour proxénétisme aggravé. On leur reproche d'avoir organisé et profité de services de femmes prostituées à Paris, Lille, Washington. On se souvient, c'était leur mot, il fallait envoyer le matériel à Washington, le matos même, c'est vrai. Ce que ce procès met en lumière, c'est que le mythe d'une forme de prostitution dite glamour aux yeux de l'opinion publique tombe complètement quand on entend les témoignages des femmes qui parlent de misère, de frigo vide, de violence, de viol devant des hommes puissants et fortunés. Et puis, le manifeste des 343 salauds intitulé « Touche pas à ma pute » d'une rare élégance, qui s'attaque à la loi qui interdirait l'achat d'actes sexuels. L'utilisation de ce symbole fort des luttes féministes pour obtenir le droit à l'IVG a eu une conséquence désastreuse dans l'opinion publique, a fortement choqué, d'ailleurs très vite, un certain nombre de signataires
qui n'étaient qu'une poignée, se sont rétractés. En conclusion, 3 étaient 19. Voilà. Et en conclusion, je voudrais souligner, rappeler que si cette mobilisation a été efficace, mais aussi remarquable par sa durée, ça tient certainement au fait que les objectifs, Grégoire l'a rappelé, ont été posés de manière très claire dès le début. On se réunit avec un objectif, l'adoption de cette loi abolitionniste. Merci beaucoup. Merci Claire. Françoise, donc pour, à l'époque, la Fédération nationale Solidarité Femmes dans le collectif Abolition 2012, va ajouter sa touche à ce grand combat qui a demandé une énergie farouche. Oui, merci, merci pour cette invitation et ces échanges pour cette loi si progressiste et qui apporte des réponses concrètes. C'est aussi important sur le terrain, la prévention auprès des jeunes, la protection, l'accompagnement des victimes, la pénalisation des clients et la lutte contre les proxénètes et les réseaux de traite. Claire l'a dit, le collectif Abolition 2012, il a mené un plaidoyer de plusieurs années et elle l'a souligné, il y avait effectivement eu cette grande cause nationale 2010 où l'ensemble des associations féministes avaient accepté et en tous les cas décidé, d'ailleurs sans vraiment beaucoup de débats, d'inscrire la prostitution dans la liste des violences sexistes. Et c'est vrai que la majeure partie des 25 associations qui composaient ce collectif pour la grande cause 2010 sont toujours présentes aujourd'hui dans le collectif Abolition actuel. Et c'est étonnant de voir que certaines nous ont aussi quittés et c'est incompréhensible puisqu'il n'y avait pas eu vraiment de débat à l'époque. La charte de la grande cause, elle s'inscrivait dans les textes des Nations Unies, donc la plateforme de Pékin, la CEDEF bien sûr, et la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Donc c'est vrai, moi je vais plutôt parler du contexte actuel. On est dans un contexte qui est pas très favorable aujourd'hui avec la montée du sexisme, des mouvements masculinistes et la remise en cause des droits des femmes. Et puis des nouvelles formes de marchandisation du corps des femmes qui sont la pornocriminalité. L'exploitation sexuelle des mineurs qui est en constante augmentation avec des proxénètes qui ciblent les jeunes, les réseaux sociaux qui glamourisent la prostitution. Mais c'est pour ça qu'on a décidé avec 30 associations aujourd'hui de relancer le collectif Abolition, on l'appelle collectif Abolition 21e siècle, pour voilà, ne pas céder et justement lutter contre ces quelques reculs qui existent. Bon, la manifestation d'hier et puis cette journée montrent que nous pouvons faire face à ces défis. On a élaboré une nouvelle charte, voilà, donc on est aussi dans la perspective de continuer à se battre pour promouvoir des politiques abolitionnistes en Europe et dans le monde, pour lever les obstacles à son application en s'appuyant sur les constats des associations de terrain qui accompagnent les victimes et qui accompagnent des milliers de victimes, en valorisant la parole des survivantes et en rappelant que la prostitution s'inscrit dans un continuum entre mineurs et majeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une explosion de la prostitution des mineurs, enfin de l'exploitation sexuelle des mineurs. Et donc, on aimerait qu'il y ait des évolutions législatives, par exemple en criminalisant l'achat d'actes sexuels pour les mineurs jusqu'à 18 ans, au même titre que l'inceste. Et ça, c'est encore une bataille que nous devons mener. Dans cette charte, on lutte contre la marchandisation des femmes et les nouvelles formes de marchandisation, qui sont aussi la pornographie, la GPA, l'assistance sexuelle, qui est aussi une nouvelle forme d'exploitation et qui est un cheval de Troie pour la loi abolitionniste. Et je terminerai par dire qu'on est dans de nouvelles actions. On a rédigé un courrier à l'occasion des élections municipales. On va travailler aussi sur comment trouver de nouveaux alliés au niveau des universités, de lancer une campagne de communication, de travailler aussi sur la question des femmes migrantes exilées. On l'a dit, on est dans une forme d'exploitation, voilà, sur lequel on doit absolument trouver des améliorations. Et puis la question des mineurs victimes d'exploitation avec un travail sur la communication à destination des jeunes. Voilà, donc toujours un combat actuel et que nous devons mener. Merci.
Oui. Donc on a bien lié pour le coup le passé et le futur, comme je le désirais au début. Je donne la parole à Suzy Rothman du Collectif national pour les droits des femmes, qui est obligée de faire bref et qui n'aime pas tellement ça. Donc on t'écoute, Suzy. Qui a un micro qui ne marche pas. Si, il marche. Bon. Alors on a déjà dit qu'il y a eu une formidable mobilisation pour arriver à la loi de 2016. Mais cette mobilisation à l'époque, elle a été permise grâce à une super conjonction. Celle des mouvements historiquement abolitionnistes et celle du mouvement féministe qui avait pris des positions abolitionnistes. De fait, nous ne nous connaissions pas. Nous n'évoluions pas dans les mêmes sphères, mais de fait, je crois que nous nous influencions puisque nos structures ont pu évoluer et ont permis qu'on travaille ensemble. Si, il y a eu quelqu'un qui a fait le pont, qui n'est pas là, qui s'appelle Malka Markovic, qui était dans le mouvement abolitionniste et dans le mouvement féministe, et qui avait créé le MAP, le mouvement pour l'abolition de la pornographie et de la prostitution. Je ne connais pas bien l'histoire du mouvement abolitionniste, en revanche je connais bien celle du mouvement féministe abolitionniste. Dès 1997, le Collectif national pour les droits des femmes, qui était à l'époque le creuset de l'unité, dans le mouvement féministe, il y a mon téléphone qui sonne, bon, a pris parti aux assises pour les droits des femmes pour l'application de la Convention de 1949. Il s'est élevé aussi contre les mesures discriminatoires de certaines municipalités contre les personnes prostituées, à Aix-en-Provence, à Orléans, par exemple, et à Strasbourg. Ainsi aussi contre le délit de racolage passif de Sarkozy. Et nous avons organisé, le 10 décembre 2002, une manifestation à la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Et pas n'importe où cette manifestation, à Strasbourg, Saint-Denis, à Paris, au lieu de la prostitution. C'était, je crois, une des premières manifestations abolitionnistes depuis bien longtemps. Lors de la rédaction de la première loi cadre contre les violences faites aux femmes en 2006, nous avons déjà abordé le problème de la prostitution à travers de la vulnérabilité économique des personnes prostituées et les ravages de la traite et de l'exploitation sexuelle. Après, il ne faut pas le cacher, il y a eu des divergences au sein du mouvement féministe. Et effectivement, ça a déjà été dit plusieurs fois, en 2011, il y a eu le rapport Bousquet-Geoffroy et aussi, à l'initiative du mouvement abolitionniste, la convention abolitionniste du 29 novembre 2011 à l'Assemblée nationale et la création d'Abolition 2012. Après, j'ai vérifié, et c'est très important, tous les appels pour la manifestation du 25 novembre, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, de 2012 à 2017, il y avait des prises de position abolitionnistes claires, résultat de notre combat commun. Et surtout, cette synergie, cette dynamique nous a permis de gagner la loi. S'il n'y avait pas eu ce formidable rapprochement, nous n'aurions pas gagné. Cette énergie, je le dis parce que je le pense, il faut la retrouver. Divers enjeux se dressent devant nous et j'aborde, même si c'est cet après-midi, le problème des perspectives. La conviction, première chose. Beaucoup de jeunes sont réglementaristes. Il nous faut les convaincre. Nous étions à Paris plus de 100 000 le 8 mars. On a une grande marge de discussion. C'est fondamental à l'heure actuelle. Deuxième enjeu, l'amélioration et l'application de la loi. La FIS vient de... Je termine bientôt. La FIS vient d'augmenter au niveau du RSA. C'est bien, c'est pas suffisant. Il faut obtenir plus. Idem pour les titres de séjour. Il faut d'emblée 24 mois. Il faut aussi avoir un rapport de force pour faire appliquer la loi. On sait qu'elle est appliquée différemment selon les départements. C'est dommage qu'Aurore Berger soit partie, mais le gouvernement doit être une force d'impulsion pour une loi émancipatrice comme celle-là.
Guy Geoffroy parlait de la loi cadre contre les violences que nous avons fait voter en 2010. On se bat à l'heure actuelle pour une autre loi cadre intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. La prostitution doit figurer dans cette loi. Dernière chose, Hélène Bidard a parlé de Maya, qui était une infatigable militante. C'était ma copine aussi, puisque nous étions ensemble, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce que Hélène n'a pas dit. Parce que ça fait 10 ans, jour pour jour, qu'elle est décédée. Elle s'est battue pour cette loi et elle est décédée le jour de la promulgation de la loi. Et nous allons, collectif national pour les droits des femmes, faire un fémage en son honneur. Je crois qu'on a bien senti l'énergie associative avec ces quelques interventions. Merci pour ce qui est donc du collectif Abolition, qui s'appelait Collectif Abolition 2012 et qui est devenu Collectif Abolition 21e siècle, ce qui est quand même le signe qu'on n'est pas au bout du combat, mais qu'on est vraiment en marche. Donc nous avions cette synergie associative sans précédent qu'a très bien décrite Suzy, c'est-à-dire qu'avant les associations avaient tendance à travailler, elles ont tellement de travail, chacune le nez sur son guidon, et là cette grande unité a aussi permis d'appuyer le travail politique et de faire que la mayonnaise a pris. Mais il y a eu un élément, et j'ai peine à dire seulement élément, absolument fondamental dans tout ce grand mouvement qui a abouti à la loi, c'est l'apparition publique déterminée de celles qui se sont appelées les survivantes, dont nous avons donc ici, j'ai envie de dire le plus beau spécimen, Rosen Ischer. Et voilà, l'historique, la survivante historique. Et avant de laisser la parole à Rosen, on a déjà cité le nom de Laurence, mais je ne peux pas ne pas parler de Laurence Noël, parce que Rosen et Laurence formaient un tandem absolument unique. Et je peux raconter rapidement, puisque le temps est tellement compté, je les vois toutes les deux partir sur les plateaux de télé et dans les grandes institutions de la République. Laurence en petit tailleur, sac à main, et Rosen, tel qu'aujourd'hui, avec, je peux le dire, un sac Carrefour à la main. Et les deux formaient un tandem absolument irrésistible, énergique, enragé, on peut le dire. Et je crois vraiment que leur parole, je ne crois pas, je suis sûre, leur parole a été entièrement déterminante dans cette, dans cette avancée vers la loi. Donc je voudrais déjà demander à Rosen ce qui peut-être, dans ses nombreuses interventions, nombreux témoignages, lui a semblé pouvoir faire mouche. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu être entendu? Je pense, bonjour tout le monde plutôt, bonsoir c'est un peu tôt. Non, je pense que ça a été déterminant à un moment parce qu'on a dit du fond du cœur ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait. Et on ne pouvait plus, ni l'une ni l'autre, laisser les gens parler à notre place parce qu'on nous disait, vous parlez à notre place. Justement, c'était à nous de parler. Mais à nous de dire la vérité, on ne pouvait pas dire des mensonges. Comme les TDS disent, c'est le plus beau métier, c'est tout ce que vous voulez, c'est pas vrai, c'est parce qu'on a vécu, nous, c'est parce qu'on a ressenti, que ça soit Laurence ou moi, c'était pas du tout ce qu'on avait ressenti à ce moment-là. Donc il fallait qu'on parle, il fallait qu'on nous voie, et ça a été très sportif, j'avoue.
Oui, alors justement, ça a été très sportif. Et j'ai envie de te dire, il fallait aussi parler, vous avez parlé à visage découvert. Et ça, je crois qu'il faut qu'on mesure ce que c'était que parler à visage découvert. Donc toi, tu avais déjà commencé avant sur un plateau de télé, je crois. Mais je sais que tu as en tout cas encouragé des femmes à parler à leur tour à visage découvert. C'est quand même très important. Je leur ai expliqué qu'en fait, il fallait surtout pas se cacher. Et qu'en fait, il n'y avait pas de risque. Moi, j'ai 6 enfants à la maison. Mes enfants, je les avais prévenus à l'avance de manière à limiter aussi le choc. Ça aurait pu leur faire un choc, mais comme ils étaient au courant, et je leur avais demandé l'autorisation de pouvoir le faire, qui m'avait dit oui, ça c'est bien. Et ça a été très compliqué, c'est vrai, de se décacher. Parce qu'après, il n'y a pas que la famille, il y a aussi les amis, les connaissances, les gens dans la rue. La boulangère. La boulangère, j'ai été interceptée en prenant mon train dans les gares, dans les commerces, un peu partout. Alors, on ne me montrait pas du doigt, mais on me considérait comme étant la pauvre femme. Non, je n'étais pas la pauvre femme. J'étais victime d'un système qui n'était pas du tout adéquat pour toutes ces femmes qui s'y adonnaient. Alors, Rosen, tu le dis bien, tu as survécu à 22 ans de prostitution. Tu as même un jour écrit un texte où tu as cité, et je l'ai oublié parce que le chiffre est le nombre d'hommes que tu as eu à subir. C'est-à-dire que tu t'es adressé aux gens avec des choses extrêmement concrètes, extrêmement crues. Et Laurence avait aussi choisi d'utiliser des mots crus, parce qu'on parle souvent de prostitution en termes un peu châtiés. Il fallait parfois aussi dire les choses. Et Laurence a dit des choses d'une crudité absolument incroyable qui saisissait totalement ses interlocuteurs. Donc il fallait dire la vérité des choses et la vérité donc de 22 ans de prostitution. Alors j'ai envie, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, que tu nous dises un mot de la marche que tu as organisée, 750 km à pied, hein, de Saintes à Paris, de ton dernier lieu de prostitution à ton premier lieu de prostitution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a été... tu as fait avancer les idées en même temps que tes pieds. Chaque pas a fait avancer un petit peu la cause. Alors, ça brassait, ça m'a permis de rencontrer des élus, bien évidemment, de pouvoir en discuter avec eux. Quand on repartait avec l'équipe, c'était pas sûr que c'était gagné, mais on a pu quand même changer les cerveaux. Leur faire comprendre que la prostitution, c'était pas du tout ce qu'on nous disait. C'est pas le plus beau métier de la terre. C'est le pire cauchemar qu'un être humain puisse, qu'une femme puisse vivre. Que si nous voulions l'égalité, eh ben, c'était par là qu'il fallait commencer. On peut pas sacrifier une partie des femmes pour le bon plaisir des hommes, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc chaque pas. Et moi, j'ai commencé cette marche en me disant, plus j'en rencontrerai, plus j'avancerai sur Paris, et plus il y aura de cerveaux renversés, et plus il y aura de personnes qui vont réfléchir. Bon, je vois que 10 ans après, la pénalisation du client, ça passe encore pas très bien. Ça s'améliore quand même, hein. Heureusement, il y a quand même des personnes qui ont compris. Puis petit à petit, il faudra peut-être encore un certain nombre d'années, mais on progresse quand même. Et tu disais à l'époque avoir été surprise par le très bon accueil que tu recevais. Parce qu'en fait, quand on explique aux gens, d'ailleurs nous, je crois qu'on le ressent souvent, quand on explique, on est entendu. Enfin, je veux dire, les arguments portent. Et c'est ce que tu as ressenti, tu as même été surprise. Et puisqu'on n'a plus que 2 minutes, dire un mot de l'accueil que tu as eu à l'arrivée de ces 750 km, puisqu'il y avait des élus, il y avait énormément de personnalités, et des survivantes comme toi, mais qui n'osaient pas encore se déclarer, et qui là, certaines ont même franchi le pas, c'est-à-dire se sont montrées et déclarées. Moi, je suis très fière aujourd'hui de voir que dans la salle, il y a énormément de survivantes, il y en a du monde entier, il y a aussi des Françaises, et toutes ces femmes qui n'osaient pas s'afficher, qui n'osaient pas, qui avaient honte, et cette honte, c'est pas à elles de la porter, c'est aux autres.
de la porter. Et je pense que c'est très important de le comprendre une fois qu'on l'a compris. Moi, quand on me dit, on me parle de pute, hein, parce que je crois que les gens n'ont toujours pas compris que c'était pas un mot qu'on emploie comme ça, c'est grave. C'est très complexe. Et quand je leur dis, mais moi, la honte, je ne la porte pas, c'est à vous de la porter. Quand on a affaire à des clients qui nous disent c'est à l'État de faire quelque chose, l'État va pas dans le pantalon des mecs quand même. Voilà. C'est bien à eux de le donner. Eh bien, merci Rosanne qui pourrait nous raconter des choses pendant des heures, mais nous n'avons pas les heures en question. Donc, je vais me tourner vers un morceau important de cet engagement de l'époque et d'aujourd'hui et de l'avenir, c'est-à-dire la CGT, qui a été quand même le syndicat qui a pris une position extrêmement claire, extrêmement forte. Et voilà. Donc, elles sont venues à deux. Nous avons Myriam Lepkiri, secrétaire confédérale de la CGT, et Sabine Reynosa, qui est militante acharnée depuis 25 ans, qui tente de faire infuser nos idées dans un milieu, disons, traditionnellement encore assez viril. Donc, elles ont toutes les deux la parole qu'elles vont se partager. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, donc nous allons porter à deux voix la parole de la CGT, qui donc effectivement était la première confédération française à s'engager dans l'abolitionnisme, suivant en cela l'héritage de Louise Michel et de tellement de grands révolutionnaires. C'est pas facile d'intervenir derrière Rosanne. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour commémorer une date, c'est avant tout pour rappeler un principe fondamental et non négociable. Le corps humain n'est pas une marchandise, car ce principe est aujourd'hui attaqué dans les médias, les universités, le débat public, un discours avance masqué, un discours qui détourne les mots pour faire passer la prostitution pour un travail. Alors nous, en tant que syndicalistes, nous le répétons encore et encore, non, la prostitution n'est pas un travail et elle ne le sera jamais. Nous l'avons démontré en ce même lieu, voici 12 ans, lors du lancement de la coalition, et nous venons le redire aujourd'hui, précisément en tant que syndicalistes. Parce que notre rôle, c'est de refuser l'exploitation, de défendre la dignité, de protéger les corps et la santé. Vous nous imaginez, nous, la CGT, qui nous battons pour faire reconnaître et éliminer les violences sexuelles et sexistes au travail, et soudain, on accepterait un métier dont l'objet même est d'être victime de ces violences. Car un acte sexuel sous contrainte, c'est un viol. Dans la prostitution, il n'y a pas de séparation entre la personne et la fonction. Comme dit Amélia Tiganus, une femme de ménage travaille avec une serpillière, alors que dans la prostitution, la personne est la serpillière. Dans le travail, on vante une force de travail, physique ou intellectuelle, pas son intimité. Le sexe doit rester une limite, une barrière, quelque chose qui relève de l'inaliénable. Tout ne se vend pas. On nous parle de choix. Mais quel choix? La prostitution ne naît pas de la liberté. Elle se développe sur le terreau de la misère, de la précarité, des inégalités, des violences contre les femmes et les filles, majoritairement migrantes. Ce que cela implique, ce n'est pas de reconnaître la prostitution comme travail, c'est d'agir sur ses causes, lutter contre la pauvreté, contre la précarité, contre les inégalités de genre et garantir des droits effectifs pour toutes et tous, parce que sinon, de quoi parle-t-on? Nous, syndicalistes, nous savons ce que vaut le volontariat dans un monde inégalitaire. S'il existe un salaire minimum, un temps de travail maximum et... Excusez-moi.
Alors, s'il existe un salaire minimum, un temps de travail maximum et d'autres dispositions d'ordre public, c'est précisément pour empêcher une acceptation contrainte de conditions indignes. C'est pour protéger la société tout entière. Dire que la prostitution est un travail, c'est instaurer un travail sans limite, un travail où la violence devient la norme, un travail où l'atteinte au corps et à l'intimité est une condition d'exercice. La prostitution entraîne violence physique, traumatisme psychique, stress post-traumatique et recours aux drogues pour tenir. Depuis quand cela constituerait-il un travail décent ? Depuis quand subir violence et humiliation serait un métier ? Depuis quand devrait-on apprendre en formation professionnelle à se dissocier pour supporter l'insupportable ? La prostitution n'est pas une activité comme une autre, c'est un système patriarcal où des hommes achètent et des femmes et des filles sont achetées, un système capitaliste où les corps deviennent des marchandises, un système de classe où les plus précaires sont en première ligne, un système traversé par le racisme et les héritages coloniaux, et ce système, certains voudraient aujourd'hui le banaliser, le légaliser, le normaliser. Mais organiser l'exploitation, ce n'est pas la combattre. Réglementer la violence, ce n'est pas la supprimer. Accepter la prostitution comme travail, c'est accepter qu'il existe une catégorie de personnes, de femmes, de fillettes, dont le corps peut être acheté, c'est franchir une ligne rouge. Alors oui, l'abolition du système porno-prostitutionnel est une lutte syndicale, une lutte contre l'exploitation, une lutte pour l'égalité, une lutte pour la dignité. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut continuer le combat pour protéger les personnes en situation de prostitution, pour renforcer les moyens de sortie qui sont aujourd'hui notoirement insuffisants, pour faire abroger les lois migratoires injustes, pour combattre les réseaux, pour pénaliser les acheteurs prostitueurs et ne rien céder sur les principes. Nos vies ne sont pas à vendre, nos corps ne sont pas des marchandises et la dignité ne se négocie pas. Voilà une déclaration claire. Je pense que nous serons dans cette salle tout à fait sur cette ligne. Voilà, c'est après tout ce travail acharné dont nous n'avons d'ailleurs présenté que quelques éléments, que la loi a été arrachée, presque avec les dents, qu'elle a quand même été saluée comme loi Veil de notre génération, comme avancée civilisationnelle. Il faut quand même reconnaître qu'après tout ce travail, on était passé du degré zéro de la pensée sur le plus vieux métier du monde, les besoins irrépressibles et les sondages sur la réouverture des maisons closes, à la qualification de la violence prostitutionnelle, à l'inversion de la charge pénale, et donc un très long chemin avait été parcouru. Il restait quelques défis, dont l'un est l'application de la loi, habile transition pour la prochaine table ronde, et lutte énergique, acharnée et comment faire contre toute l'idéologie du TDS, du travail du sexe, si moderne, si branchée, et reprise presque unanimement par le milieu médiatique et universitaire. Donc nous continuons de retrousser nos manches. Merci.